Alors oui, désolé, hein, c'est à moi de faire je dirais la synthèse des débats, des échanges. Alors c'est toujours un petit peu compliqué et je dirais risqué de se lancer un petit peu dans une synthèse avec, je dirais, avec des échanges aussi intenses et denses que ceux de la journée. J'aurais plutôt envie, je dirais, comment dirais-je, de vous relayer un petit peu les éléments un petit peu importants, hein, les points de tension, les points de discussion, hein, qui me paraissent importants de noter pour qu'effectivement après on puisse continuer à en discuter, à y réfléchir et puis les avoir bien en tête. Je pense qu'avant tout, la question des vacances renvoie aussi à une dimension qui a été un petit peu évoquée, mais qui n'a pas été signifiée très clairement, et là-dessus j'aurais voulu y revenir, c'est la question de la temporalité. Quand on parle de vacances, on peut aborder la question de la temporalité, parce que je pense effectivement que sur les vacances, il y a des courts séjours qui renvoient à des activités ponctuelles sur une demi-journée ou à la journée. Il y a des activités, il y a plutôt une temporalité qui est moyenne, avec le week-end, hein, avec des séjours courts de 2-3 jours. Et puis il y a aussi une temporalité plus longue, avec ce qu'on appelle vraiment les vacances. Et là, vraiment, on est sur effectivement un temps plus long, hein, de 2 voire 3 semaines. Dans la question de la temporalité, il y a aussi la question par rapport aux vacances et aux séjours. Il y a l'avant, il y a le pendant, et puis il y a aussi l'après. Dans l'avant, je pense que ce qui a été évoqué, c'est la dimension de la préparation. Un séjour de vacances se prépare, un séjour de vacances se pense, un séjour de vacances s'organise, autant au niveau, je dirais, des prestataires qu'au niveau des vacanciers. Il y a aussi dans la question de l'avant-vacances, hein, avant le départ, il y a aussi la question du choix, hein, du choix de ces vacances qui va se poser et aussi de l'orientation, c'est-à-dire quel peut être le type de séjour qui correspond le mieux aux attentes du vacancier. Et là, on retombe effectivement sur ce que disait Charles Gardou, c'est-à-dire sur la manière dont aujourd'hui on peut concevoir le handicap et voir son évolution, où en effet aujourd'hui la question pour moi du handicap, ce serait la rencontre manquée entre l'individu et finalement l'environnement. Et là, effectivement, il faut aussi trouver, je dirais, le cadre, l'environnement, l'espace dans lequel la personne, effectivement, elle peut y trouver son compte. Dans la question, effectivement, après, de la temporalité par rapport au pendant, effectivement, il y a l'avant-séjour, il y a le pendant-séjour. Là, on a longuement discuté, il y a toute la dimension de l'organisation, et là, je vais en revenir. Mais après, il y a aussi, effectivement, l'après-séjour. Et c'est là aussi qu'on peut penser et réfléchir à ce qui se passe après le séjour. Le vacancier, il revient chez lui, il rentre en famille, il rentre en institution, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il ramène? Alors, il ramène des souvenirs, peut-être qu'il ramène du vin, hein, et puis des photos. Mais là aussi, il y a cette dimension après de l'après-séjour qui est importante et qui parfois se passe plus ou moins bien selon les situations. Là aussi, je dirais, il y a ce passage, hein, cette continuité entre le séjour et ce qui se passe après, qui peut être réfléchi et aussi mis en discussion. Ça, c'est un petit peu un premier point sur la question de la temporalité. Après, il y aura un deuxième point que moi j'ai appelé un petit peu les clés de réussite, c'est-à-dire les conditions qui font qu'un séjour fonctionne bien et que ça se passe bien. Ça a été principalement évoqué ce matin avec un premier point important, c'est la connaissance de la personne. Vous avez des vacanciers qui arrivent, qui sont pris en charge par une équipe d'animateurs, d'accompagnants, ils ne les connaissent pas. Effectivement, il faut faire connaissance, hein, il faut s'apprivoiser, il faut se connaître et ça demande du temps. Alors effectivement, ça passe par des activités, ça passe par le quotidien, ça passe par de la relation. Ça, c'est un premier point, mais ça va aussi passer par les relations qu'on a avec la famille et l'établissement d'accueil de la personne. Il y a différents outils qui existent, hein, des fiches de liaison, et ainsi de suite. Bref, il y a des documents qui permettent aussi, hein, de compléter, je dirais, la connaissance du vacancier que l'animateur peut se faire durant le séjour. Là, je pense qu'il est aussi important, avant tout, de voir la personne en premier et pas de voir une personne handicapée. Hein, je pense que derrière le handicap va se cacher une personne avec des compétences, on l'a dit ce matin, avec des envies, avec des motivations.
Autre clé de réussite, c'est la question de la relation et de la coopération entre parents, établissements spécialisés et puis organismes de vacances. Comment est-ce qu'effectivement ces trois pôles finalement peuvent collaborer, échanger, se passer des informations pour que le séjour se passe mieux et se passe bien. Moi, je pense qu'effectivement, ce qui rassemble ces trois entités, parents, établissements et organismes prestataires de séjour, je pense que c'est le vacancier. C'est le vacancier qui va les rassembler. Et c'est du coup les vacances qu'il va passer qui devraient être les principales préoccupations autour desquelles la collaboration devrait s'ajuster. Ensuite, il y a un dernier point qui a été évoqué aussi ce matin sur ce qui pourrait être une clé de réussite, c'est effectivement prendre en compte la personne dans sa singularité. Prendre en compte ses besoins, bien sûr, mais aussi prendre en compte ses compétences, prendre en compte ses envies. Et là, effectivement, il faut du temps. Il faut du temps pour se connaître, il faut du temps pour s'acculturer, il faut du temps pour effectivement se découvrir. Un point de tension est apparu aussi autour de la question de la prise de risque. On en a parlé ce matin, on en a parlé cet après-midi aussi. Voilà, je crois que la question de la prise de risque est très importante puisqu'elle va forcément mobiliser un ensemble de débats et puis de discussions qui ont été évoquées. D'un côté, elle engage la responsabilité de l'encadrement. Elle engage aussi le choix, la liberté, l'autonomie, l'émancipation du vacancier. Elle renvoie aussi à la question de la frustration, la question du renoncement, la question du compromis à trouver lorsqu'effectivement on est avec 12 vacanciers, qu'on est 6 personnes, effectivement on va se poser la question d'activités qu'on propose, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc il y aura différentes activités qui seront proposées et tout le monde ne pourra pas forcément y trouver son compte. Et donc il y aura peut-être éventuellement à penser à un compromis à trouver pour qu'effectivement le plus grand nombre de personnes effectivement puissent y trouver leur compte. Moi je dis souvent une bonne affaire, c'est quand les deux parties trouvent leur compte. Donc on est vraiment sur cette logique, je pense, de compromis qui est aussi nécessaire dans cette question du coup de l'engagement. La question de la prise de risque et puis de l'engagement, elle renvoie aussi à une dimension qui est nouvelle et qui ne cesse de croître. C'est ce que j'appelle un petit peu la judiciarisation de la société. En tout cas, c'est la réglementation croissante où effectivement on est amené de plus en plus à devoir penser les choses par rapport à une réglementation. Ça a été évoqué par un directeur qui disait effectivement, moi quand j'organise un petit peu des transferts, effectivement le gros problème c'est surtout le droit du travail. Comment est-ce qu'avec ces contraintes-là, je peux du coup organiser effectivement un séjour. Et effectivement, du coup, là, ça engage aussi sa responsabilité d'organiser le séjour par rapport à un cadre qui est assez contraignant. Donc cette dimension-là, effectivement, elle est aussi importante dans la question de la prise de risque. Et ensuite, la question de la prise de risque, du coup, si effectivement on joue le jeu, elle vient là aussi permettre une rupture avec le quotidien. C'est un terme qui a été évoqué aussi. La rupture avec le quotidien, effectivement, s'il y a une prise de risque, effectivement, il peut y avoir découverte, il peut y avoir rupture avec le quotidien, il peut y avoir effectivement de nouveaux espaces qui s'ouvrent pour la personne. Quatrième point que j'évoquerai avec vous. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a beau avoir, on peut avoir un regard critique ou un regard optimiste sur le tourisme adapté et puis les vacances adaptées en général. Moi, je trouve que de manière globale, on a une offre qui est quand même sacrément diversifiée. On a une offre qui est plurielle. Alors bien sûr qu'elle peut être complétée, mais on a quand même une offre qui répond aux besoins et aux attentes d'un nombre assez important de personnes. On l'a par rapport d'une part au type de handicap, on l'a par rapport au degré de handicap,
On l'a aussi par rapport au type de vacances. Il y a des vacances plus ou moins sportives, des vacances plus ou moins farniente. Il y a des vacances qui sont plutôt des vacances autonomie, voilà, et puis des vacances qui sont plutôt des vacances pour des personnes lourdement handicapées. On l'a aussi par rapport aux destinations. On a effectivement des destinations lointaines qui sont proposées. On l'a dit aussi aujourd'hui, on a aussi des séjours organisés presque au coin de la rue ou même un petit peu des vacances délocalisées au sein de l'institution. Donc voilà, on a en tout cas une offre qui existe. Ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce que disait M. Gardou ce matin, je pense que les vacances, elles doivent prendre plusieurs formes. Et je pense qu'elles prennent plusieurs formes. Et c'est important, effectivement, encore une fois, je paraphrase M. Gardou qui disait il faut accommoder les ressources proposées. Et je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On accommode les ressources proposées par rapport aux besoins des personnes. Plus l'offre est diversifiée, plus cette offre permettra d'accueillir des personnes qui auront choisi ces vacances par rapport à leurs attentes. Alors il y a plusieurs modalités qui ont été évoquées. On a parlé des transferts, il y a également des échanges qui se font d'usagers entre institutions de manière très individualisée. On a parlé des séjours adaptés. On a parlé aussi des séjours en famille. Vous avez aussi une autre idée qui me paraissait intéressante à souligner, c'est le fait de faire venir les vacances dans l'établissement. Et là aussi, de penser des animations d'ateliers, de penser des animations à la journée qui sont proposées. Et puis, il y a aussi le mode vacances qu'a évoqué une personne, où du coup, effectivement, on va repenser l'organisation globale de l'institution pendant 2-3 semaines sur un mode de vacances. Eh bien, effectivement, tout ça nous oblige à repenser autrement les vacances. Tout ça nous oblige à repenser autrement les vacances et puis du coup, effectivement, je dirais à innover. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, et là j'en suis à un point suivant, je pense qu'effectivement aujourd'hui, moi je peux que vous inviter à innover. Charles Gardou disait nous sommes tous tributaires du cadre et du contexte d'exercice dans lequel nous sommes. Et il nous disait attention à ne pas devenir prisonnier de la culture. Attention effectivement à ne pas penser autrement que nous avons été, entre guillemets, éduqués à penser. On peut faire un pas de côté parfois pour effectivement penser les choses différemment. Il disait aussi attention à ne pas s'habituer. Moi je pense qu'effectivement une des pires choses c'est de s'habituer à tout ça et que ça devient un petit peu du banal, du normal, du quotidien. Si on fait un petit peu un pas de côté, on peut voir les choses différemment, on peut penser autrement. Et c'est là que je ferai un petit peu un appel à la créativité, un appel à l'originalité, pour essayer de penser autrement les vacances. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. On a eu pas mal, je trouve, d'initiatives qui nous ont amenés à repenser autrement les vacances, que de manière un petit peu classique. Je repensais un petit peu à ce que disait Romaric Vieille, quand il parlait effectivement du service culture, loisirs et vacances dont il y a la coordination, effectivement, là, on est sur une manière différente de penser la question des vacances qu'il y a encore une dizaine, quinzaine d'années. C'est une évolution. Le secteur évolue. Monsieur Louba disait effectivement, là, on est sur une spécialisation. On est sur effectivement une spécialisation des actions, des tâches qui sont liées effectivement aux vacances. Alors après, est-ce que c'est éducatif? Est-ce que c'est de l'animation? Là, encore une fois, faisons un pas de côté peut-être, sortons de ces débats pour essayer de voir effectivement comment est-ce que ce dispositif-là, il répond aux attentes et aux besoins des usagers. Ensuite, il y a aussi une phrase là qui mérite réflexion. Et effectivement, on disait qu'il faudrait peut-être passer du vacancier acteur de ses vacances au vacancier auteur de ses vacances. Ça aussi, c'est important effectivement de voir quelle est la place qu'on laisse à l'usager. Et du coup, au vacancier. Aujourd'hui, la logique est quand même de plus en plus vers la reconnaissance des droits de la personne. On parle aussi d'autodétermination. Et cette place-là aussi, nouvelle accordée aux personnes handicapées, on va du coup aussi la retrouver par ricochet dans le choix des vacances, l'organisation des vacances, comme ça a été évoqué. Ensuite, un autre point, ce sera l'avant-dernier point que je vous suggère, c'est cette question financière. Généralement, quand je suis à des colloques comme ça, on parle toujours des surcoûts des vacances.
Là, ça n'a pas trop été le cas. Hein. C'est intéressant aussi d'avoir ce regard que vous avez sur effectivement la question des vacances et la question des coûts financiers. Je pense qu'aujourd'hui, le secteur médico-social a sacrément bougé. Et vous avez un directeur qui disait, mais moi, du coup, je suis allé chercher des fonds. Là, il n'y en avait pas, c'était, je crois, pour organiser un séjour au Maroc. Il y avait effectivement 90% des fonds qui provenaient je crois, de la Commission européenne. Effectivement, aujourd'hui, c'est une nouvelle logique. On est sur, effectivement, chercher l'argent là où il est. Et c'est ce que font aussi beaucoup d'établissements pour organiser des séjours d'établissements. Donc là, je pense qu'il y a de nouvelles pratiques pro qui sont à souligner par rapport effectivement au montage de séjours par les établissements qui impliquent de nouvelles pratiques professionnelles. Il y a aussi, je pense, une modification très forte au niveau du paysage. Là, je pense qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour comprendre ce qui se passe, mais effectivement, l'émergence de services vacances est de plus en plus manifeste. C'est ce que vous disiez précédemment. Il y a effectivement de plus en plus de services de services qui sont consacrés au temps libre ou à la question des vacances, de la culture et des loisirs des personnes. Ça amène effectivement du coup à repositionner l'établissement spécialisé avec ses services. Que fait le travailleur social et puis que fait du coup l'animateur? C'est juste le qui fait quoi. Et une fois qu'on sait le qui fait quoi, on peut voir effectivement comment collaborer encore une fois ensemble. Voilà. Et puis cette question financière, ça a été évoqué de manière assez diffuse, mais il y a quand même des choses qui existent, il y a quand même de l'argent un petit peu qui est à disposition, mais là aussi, il y a une inégalité un petit peu territoriale, ça dépend des régions, ça dépend des territoires. Il y a des MDPH qui, effectivement, ont une politique très volontariste par rapport à l'accès aux vacances et qui financent. Il y a des conseils départementaux qui ont aussi une politique volontariste et qui soutiennent, d'autres pas. Je trouve que ces postures-là remettent en question ce qu'on appelle l'égalité, parce que selon l'endroit où on est, finalement, on n'a pas accès aux mêmes droits, en tout cas au même soutien financier. En tout cas, il y a quand même un dispositif qui existe, même s'il est parfois un petit peu différent par rapport au territoire. Vous avez effectivement les CCAS, vous avez la CAF, vous avez la NCV qui peuvent là aussi soutenir aussi financièrement le départ aux vacances. Et puis il y a aussi les fondations. Ça aussi, on n'y pense pas, mais la plupart des grandes aujourd'hui entreprises, que ce soit Air France, SNCF ou Orange, ont des fondations qui, effectivement, ont de l'argent à donner sur différents types de projets, alors en lien avec différents publics. Là aussi, quand on connaît un petit peu les tuyaux, on sait à quelle porte frapper et on peut se faire financer les projets. Voilà. Et puis ensuite, le dernier point, c'est un petit peu le point qui a été évoqué à la fin avant que j'intervienne. Je crois que c'est la question de la formation. Question de la formation de l'encadrement, qui là aussi a été questionnée. C'est effectivement qui encadre les séjours adaptés, comment les encadrer, quelles sont les compétences qui sont demandées. On a parlé effectivement des bénévoles et puis de leur engagement. Se pose aussi la question des qualifications et des diplômes. Quelles sont les qualifications demandées? Quels sont les diplômes demandés? Faut-il être éducateur spécialisé? Faut-il être titulaire d'un diplôme de l'animation? Effectivement, là, c'est un champ qui, à mon avis, est en train de s'ouvrir et qui suscite pas mal de débats. La question du statut a été clarifiée depuis quelques années avec effectivement le statut de CEL, je crois que c'est le contrat éducatif, CCE, je crois, un contrat éducatif, j'ai oublié le nom, d'engagement, voilà, CEE, voilà, contrat d'engagement éducatif, voilà, c'est ça l'idée. Voilà, mais la question après de la formation, des compétences demandées, n'a pas été officiellement tranchée par l'État. Alors c'est vrai qu'il y a des actions qui se jouent au niveau associatif, au niveau du CNTLA, qui propose un cadre plus précis par rapport à la formation. Chaque association, après, aussi propose des actions de formation qui sont individualisées. Mais là, je pense qu'effectivement, ce champ, pour l'instant, il n'est pas encore... il est en chantier. Mais c'est aussi pour ça qu'on en discute. Effectivement, la question, elle vient à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on va essayer de voir quel est celui qui, effectivement, va intervenir sur les séjours. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Ce sont des
remarques, des brides que j'ai fait à bras levés durant les échanges. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, quand ça se passe pour la suite, Sébastien.